Un cri dans la neige, un cœur qui refuse de s'éteindre. En 1876, sur les hauts de plateaux glacés d'Arizona, Margaret Hale, veuve brisée par un passé de secret, découvre un guerrier apache agonisant, Taza, dont le regard porte la fureur d'un peuple trahi. Contre toute raison, elle choisit de le sauver, ignorant que ce geste allumera une flamme défiant l'hiver et l'histoire. Leur lien, forgé dans le sang et la vérité, mènera-t-il à un refuge ou à une guerre sans fin? Abonnez-vous, partagez d'où vous nous écoutez. Quel mystère cache ce foyer naissant? Restez jusqu'au bout pour découvrir un dénouement qui pourrait changer leur monde. Ou le vôtre. La neige tombait drue sur les hauts plateaux d'Arizona en cet hiver de 1876, enveloppant le monde d'un silence aussi tranchant qu'une lame de silex. Le vent du nord, chargé d'aiguilles glacées, fouettait les pins tordus et sifflait à travers les planches disjointes d'un vieux relais postal abandonné, perché au bord d'une piste militaire oubliée. Cette route, jadis empruntée pour convoyer les prisonniers apaches vers des camps sans nom, n'était plus qu'un ruban blanc, hanté par les échos de cris et de chaînes. Dans ce nulle part, où ni la loi ni la miséricorde ne s'aventuraient, Margaret Hale, une veuve de 30 ans au visage marqué par le deuil et la défiance, s'était retranchée. 3 ans plus tôt, son mari, James Hale, employé postal intègre, avait péri dans ce que les rapports nommaient une « escarmouche avec des sauvages ». Margaret n'y avait jamais cru, pas plus qu'elle n'avait accepté l'argent offert pour taire ses doutes. Elle avait fui les villes, emportant une sacoche de cuir contenant des lettres scellées par James, des missives qu'elle n'osait ni ouvrir, ni détruire, comme si elles renfermaient une vérité trop lourde pour ses épaules. Le relais, avec ses murs crevassés et son toit qui fuyait, était devenu son refuge, un lieu trop proche des terres apaches pour attirer les curieux, trop loin des garnisons pour promettre la sécurité. Chaque matin, Margaret se levait avant l'aube, ses bottes usées, crissant sur le plancher gelé, pour raviver le feu mourant dans l'âtre. Ce jour-là, alors que le ciel s'illuminait d'un gris d'acier, elle sortit vérifier les pièges à lapins près du ruisseau gelé, son fusil à la main, le canon froid contre son épaule. Le monde semblait figé, jusqu'à ce qu'un détail brise l'illusion. Une traînée de taches sombres sur la neige immaculée, non loin de la piste. Ce n'était pas le sang d'un cerf ou d'un coyote, mais celui d'un homme, épais, encore frais, s'étirant en un sillage irrégulier vers la forêt. Margaret s'immobilisa, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. En Arizona, suivre une piste de sang équivalait à signer son propre arrêt de mort. Les histoires de colons égorgés, de cavaliers disparus, lui revinrent en mémoire, aussi vives que les sermons d'un prédicateur. Pourtant, un autre souvenir s'imposa, celui de James, gisant dans la boue d'une piste semblable, son corps froid lorsqu'elle l'avait traîné jusqu'au relais. Elle savait ce que signifiait abandonner un mourant. Serrant son fusil, elle avança, suivant les gouttes écarlates qui serpentaient entre les rochers et les pins alourdis par la neige. Le vent hurlait, masquant tout bruit, mais Margaret sentait une présence, comme un poids invisible sur sa nuque. Après une heure de marche, elle le trouva, affalé dans une crevasse peu profonde, à demi enfoui sous la neige. C'était un homme d'environ 35 ans, large d'épaules, le visage buriné par le soleil et les épreuves. Ses cheveux noirs, striés de fils argentés, s'étalaient mis sur la poudreuse, et une peinture cérémonielle, délavée par le froid, marquait encore ses joues. 2 blessures saignaient abondamment, une balle dans la cuisse, une autre dans l'abdomen. Ses yeux, mi-clos, brillaient d'une lueur farouche, celle d'un homme qui commandait même au seuil de la mort. Margaret reconnut immédiatement un Apache, peut-être un chef, à en juger par la dignité de ses traits et les ornements de cuir usés sur ses vêtements. La peur la cloua sur place.
Les récits de raids apaches, de guerriers impitoyables, déferlèrent dans son esprit. Mais alors qu'elle observait sa poitrine se soulever faiblement, un instinct plus fort prit le dessus. Elle n'était pas une héroïne, pas même une femme pieuse, mais elle savait ce que c'était que de perdre tout espoir. Sans un mot, elle posa son fusil, détacha la couverture roulée sur son dos et s'agenouilla près de l'inconnu. Il était lourd, inerte, mais elle le hissa sur la couverture, utilisant des branches mortes pour improviser un traîneau. Le retour au relais fut une torture, ses muscles brûlaient, la neige s'infiltrait dans ses bottes et le vent semblait rire de son audace. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte du relais, le soleil disparaissait derrière les crêtes, et l'homme respirait encore, à peine. À l'intérieur, elle le déposa sur son propre lit, un matelas de paille près de l'âtre. Ses mains tremblaient en déchirant les vêtements ensanglantés, révélant des plaies profondes, mais pas mortelles si elle agissait vite. Elle avait vu sa mère soigner des blessures pendant la guerre, et ses leçons, enfouies sous des années de solitude, refirent surface. Avec de l'eau bouillie, des linges propres et les dernières herbes médicinales du relais, elle nettoya les plaies, retira les balles avec un couteau chauffé au rouge et banda le tout en priant pour que la fièvre ne l'emporte pas. L'homme gémissait parfois, mais ne s'éveillait pas. Dehors, la tempête redoublait, comme si la nature elle-même voulait les ensevelir. Margaret s'assit près du feu, le fusil sur les genoux, les yeux rivés sur l'inconnu. Elle ignorait son nom, son histoire, ou pourquoi il avait fui jusqu'à s'effondrer. Mais en le regardant, elle sentit une étrange certitude. Cet homme, comme elle, portait un fardeau plus grand que la mort. La sacoche de lettres, posée sur l'étagère, semblait vibrer dans l'ombre, comme si les secrets de James murmuraient à ceux de l'Apache. Ce n'était que le début, et Margaret le savait. Sauver cet homme l'entraînerait dans un combat qu'aucun d'eux n'avait prévu. Alors que la tempête hurlait dehors, enfermant le relais postal dans un cocon de neige et de ténèbres, Margaret Hale veillait, le fusil posé en travers des genoux, son regard oscillant entre l'homme inconscient sur le lit de paille et la sacoche de lettres qui semblait murmurer depuis l'étagère. Une question la hantait, aussi aiguë que le vent. Pourquoi risquer sa vie pour un inconnu, un Apache, dont le peuple était craint comme la peste dans ces terres sauvages? Elle n'avait pas de réponse, seulement la certitude que cet acte, impulsif et insensé, avait déjà tracé une ligne irrévocable dans le sable de son destin. Dans les jours qui suivirent, le relais devint une forteresse de silence où chaque craquement du bois, chaque souffle du vent portait une menace invisible. Margaret s'activait avec une précision mécanique, changeant les bandages de l'homme, qu'elle n'appelait pas encore Taza, avec des linges trempés dans une décoction d'herbes amères. Ses blessures, bien que graves, ne saignaient donc plus, mais la fièvre le tenait dans ses griffes, son front brûlant sous les doigts calleux de la veuve. Chaque nuit, elle luttait contre le sommeil, guettant le moindre signe de vie ou de danger à travers les fentes des volets. Le monde extérieur semblait s'être dissous dans la blancheur infinie, mais elle savait que l'Arizona ne pardonnait pas l'imprudence. Un cavalier égaré, un éclaireur apache, ou pire, une patrouille fédérale pouvait surgir à tout moment. L'homme s'éveilla au crépuscule du 3e jour, ses yeux noirs perçant l'obscurité comme ceux d'un faucon. Son premier geste fut de chercher une arme, ses doigts tâtonnant sur la couverture usée, avant de se figer en rencontrant le regard de Margaret. Il ne parla pas, mais son corps, tendu comme un arc, trahissait une méfiance forgée par des années de traques et de trahisons. Elle ne tenta pas de le rassurer, consciente que les mots, dans ce pays de sang et de mensonges, valaient moins qu'un couteau bien aiguisé. « Personne ne nous a suivis, » dit-elle simplement, sa voix rauque d'épuisement, tout en posant un bol d'eau près du lit. Il hocha la tête à peine et but lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens,
comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. Le silence s'installa, pesant, seulement brisé par le crépitement du feu et les gémissements du vent. Margaret, habituée à la solitude, découvrait une nouvelle forme de tension, celle de partager un espace avec un homme dont chaque geste semblait calculé, chaque regard chargé d'une histoire qu'il refusait de livrer. Elle remarqua des détails, les cicatrices anciennes sur ses avant-bras, témoignant de combats oubliés, la façon dont il observait la porte, les fenêtres, comme s'il cartographiait des chemins de fuite, et cette étrange habitude de murmurer, dans son délire, des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui sonnaient en comme des prières ou des serments. Elle ne posa pas de questions. En Arizona, la curiosité était une faiblesse, et Margaret avait appris à survivre en muselant la sienne. Pourtant, la sacoche de lettres, toujours là, sur l'étagère, semblait attiser une curiosité chez l'inconnu. À plusieurs reprises, elle surprit son regard s'y attarder, non pas avec convoitise, mais avec une intensité qui suggérait qu'il savait quelque chose. Une nuit, alors qu'elle ravivait le feu, il parla enfin, sa voix basse, éraillée par la douleur. « Pourquoi les gardes-tu » demanda-t-il, désignant la sacoche d'un mouvement du menton. Margaret tressaillit, surprise par la question, mais répondit avec une franchise qu'elle n'avait pas prévue. « Parce qu'elles étaient à mon mari, parce qu'il est mort pour elle, ou à cause d'elle. » L'homme ne dit rien, mais une ombre passa dans ses yeux, comme s'il reconnaissait le poids d'un secret trop grand pour être porté seul. Les jours se fondirent en une routine précaire. Margaret partageait ses maigres provisions. Du pain de maïs dur, des haricots secs, une poignée de baies gelées dans les ramassés avant la tempête. Elle lui apprenait à boire à petites gorgées, à supporter la douleur sans se crisper, tandis qu'il observait ses gestes avec une attention presque surnaturelle. Une fois, alors qu'elle ajustait un bandage, il saisit son poignet, non pas avec violence, mais avec une fermeté qui la figea. « Si quelqu'un vient, tue-moi avant qu'il ne m'emmène, » murmura-t-il, ses yeux plongés dans les siens. Margaret sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale, mais elle acquiesça, comprenant que cette requête n'était pas une faiblesse, mais une stratégie, celle d'un homme qui savait ce que signifiait être capturé. Dehors, la tempête s'apaisait, révélant un paysage d'une blancheur aveuglante, mais aussi des traces inquiétantes, des empreintes de sabots, à peine visibles près du ruisseau. Margaret les découvrit en allant chercher de l'eau, son cœur battant à tout rompre. Ce n'étaient même pas des traces d'animaux, mais celles de cavaliers, peut-être des éclaireurs ou des chasseurs de primes. Elle revint au relais, le visage fermé, et croisa le regard de l'homme. Sans un mot, il comprit. « Combien » demanda-t-il, sa voix dure comme le fer. « Je ne sais pas » répondit-elle, vérifiant le barillet de son fusil. « Mais ils sont proches. » Ce soir-là, alors que le feu jetait des ombres dansantes sur les murs, Margaret sentit le poids du silence se transformer en quelque chose de plus profond, une alliance tacite entre deux âmes marquées par la perte et la méfiance. Elle ignorait encore son nom, mais elle savait qu'il était plus qu'un fugitif. Et lui, en la regardant préparer le relais pour une menace imminente, voyait en elle plus qu'une veuve recluse. Leur destin, lié par un acte de compassion dans la neige, s'apprêtait à basculer dans un jeu bien plus dangereux, où les secrets de la sacoche et les ombres du passé viendraient réclamer leur dû. Alors que le feu projetait ses lueurs vacillantes sur les murs du relais, scellant une alliance muette entre Margaret Hale et l'homme qu'elle n'appelait pas encore Taza, les empreintes de sabots près du ruisseau pesaient gambées comme une menace suspendue. Dans ce coin perdu d'Arizona, où la neige étouffait les bruits et les espoirs, la veuve et le guerrier savaient sonna que le temps jouait contre eux, que les ombres du passé, tapis dans l'obscurité, ne tarderaient déjà pas à frapper. Sous un ciel de plomb,
où le soleil n'était qu'une tache pâle derrière les nuages, Margaret sentit l'air du relais s'alourdir, comme si les murs eux-mêmes retenaient l'en et leur souffle. Les jours précédents, marqués par la méfiance et les silences, avaient même cédé la place à une vigilance partagée, une danse prudente entre deux âmes qui se jaugeaient tout en préparant leur survie. Taza, dont la fièvre reculait lentement, pouvait désormais s'asseoir, son dos appuyé contre le mur, ses yeux scrutant chaque recoin du relais avec la précision d'un éclaireur. Margaret, elle, passait ses matinées à renforcer les volets, clouant des planches supplémentaires, et ses nuits à vérifier le barillet de son fusil, consciente que les traces de sabots n'étaient pas un hasard. Ce fut au 6e jour, alors que la tempête laissait place à un calme trompeur, qu'un nouveau signe brisa la routine. Margaret, partie chercher de l'eau au ruisseau, aperçut des reflets métalliques au loin, à peine visibles entre les pins. Pas des armes, mais des étriers, des boucles de harnais, une patrouille, à 1 mile peut-être, dressant un campement sommaire. Son cœur s'emballa, mais elle revint au relais, sans un bruit, ses bottes glissant sur la neige durcie. Taza, alerté par son expression, se redressa malgré la douleur. « Qui » demanda-t-il, sa voix basse comme un grondement. « Des cavaliers avec l'étendard fédéral » répondit-elle, posant le seau d'eau avec un tremblement qu'elle ne put masquer. Ils ne bougent même pas, mais ils surveillent. Le regard de Taza s'assombrit, et pour la première fois, il parla sans qu'on l'interroge. « Ils ne sont pas là pour moi, » murmura-t-il, ses doigts serrant la couverture. « Un chef apache, même blessé, ne vaut pas un campement en plein hiver. Ils veulent autre chose. » Margaret fronça les sourcils, son esprit revenant à la sacoche de lettres, toujours intacte sur l'étagère. Elle avait évité de l'ouvrir, par peur ou par respect pour James, mais les mots de Taza firent mi-vaciller sa retenue. « Les lettres » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Il hocha la tête, son regard fixé sur la sacoche, comme s'il pouvait en percer le cuir. Ce soir-là, sous la lueur d'une lampe à huile, Margaret prit une décision qui lui coûta plus qu'elle ne l'admettrait. Elle décrocha la sacoche, ses mains tremblantes sous le poids des souvenirs, et l'ouvrit devant Taza. Les lettres, jaunies par le temps, dégageaient une odeur de papier sec et de secrets enfouis. Certaines portaient le sceau de la poste fédérale, d'autres des griffonnages de James, des noms, des dates, des chiffres. Taza, malgré sa faiblesse, se pencha, ses yeux parcourant les lignes avec une intensité qui trahissait une familiarité inattendue. « Ton mari, James Hale, » dit-il lentement. « J'ai vu son nom il y a 2 ans, dans un registre. Un officier l'a mentionné, un homme qu'il voulait se faire taire. » Les mots frappèrent Margaret comme une bourrasque. Elle déplia une lettre, puis une autre, découvrant des listes de cargaisons d'armes, des itinéraires secrets, des paiements à des noms qu'elle ne connaissait pas. James, avec sa minutie d'employé postal, avait documenté une opération illégale. Des officiers fédéraux vendaient des fusils à des contrebandiers, armant des milices pour des raids contre les Apaches, tout en accusant ces derniers des violences. Sa mort n'était pas un accident, mais un assassinat, un fil tranché pour protéger un réseau de corruption. Taza, le regard dur, ajouta « J'étais là, à une négociation, où ils ont promis la paix. Ils ont tiré sur nous, et j'ai dû ordonner la fuite, laissant des nôtres derrière. Ton mari, il a payé pour la même vérité que nous. » La révélation ne brisa pas Margaret, mais elle ralluma une colère qu'elle croyait éteinte. Elle serra les lettres, ses jointures, blanchissant, tandis que Taza observait, silencieux, comprenant le feu qui naissait en elle. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Pourquoi viennent-ils pour ces lettres après 3 ans ?» Taza désigna l'horizon invisible. « Parce que quelqu'un sait que tu es ici, que tu les as gardées. »
et ils savent que je suis ici, un témoin vivant de leurs mensonges. Le danger se précisait. Les cavaliers, tapis dans l'ombre, ne cherchaient plus pas seulement à capturer un fugitif, mais à effacer les traces d'un scandale qui pouvait ébranler leurs supérieurs. Margaret et Taza, liés par leur perte, devinrent complices dans une vérité trop grande pour eux seuls. Ils passèrent la nuit à trier les lettres, cherchant un moyen de les protéger, peut-être de les envoyer à quelqu'un, un journaliste, un juge, qui oserait défier l'armée. Si cette histoire de courage et de vérité vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite et partagez d'où vous nous écoutez, car vos voix font vivre ces récits oubliés. À l'aube, un cri lointain déchira le silence, un signal militaire, clair et menaçant. Les cavaliers se rapprochaient seuls, leurs ombres se dessinant sur les crêtes. Margaret, le fusil à la main, croisa le regard de Taza. « S'ils viennent, on se bat, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur. Taza acquiesça, une lueur de respect dans les yeux. Leur refuge, jadis un tombeau de solitude, devenait une forteresse, et les secrets de James, mêlés à ceux d'un chef apache, allaient écrire le prochain chapitre de leur lutte. Alors que l'aube dévoilait les ombres des cavaliers sur les crêtes enneigées, leurs silhouettes se découpant comme des spectres contre le ciel gris, Margaret Hale et Taza, unis par une vérité aussi fragile que mortelle, se tenaient d'hommes près dans le relais postal transformé en bastion. Les lettres de James, étalées sur la table, n'étaient plus seulement des reliques du passé, mais des armes dans une guerre qui s'annonçait, et le cri militaire résonnant dans la vallée signalait que l'heure du combat avait sonné. La neige recommençait à tomber, fine et traîtresse, voilant le paysage d'un rideau blanc qui rendait chaque mouvement hasardeux. Dans le relais, l'air était saturé d'une tension presque palpable, mêlée d'odeurs de bois humide et de poudre à canon. Margaret, le fusil serré contre sa poitrine, vérifiait les volets de renforcer, ses doigts engourdis par le froid glissant sur le métal du canon. Taza, malgré la douleur qui crispait ses traits, s'était posté près de la porte, son regard scrutant l'extérieur à travers une fente étroite. Ses blessures, à peine refermées, le ralentissaient, mais sa posture trahissait une détermination forgée dans des batailles plus anciennes. « Ils attaqueront ce soir, » murmura-t-il, sa voix aussi tranchante que la bise. « Ils veulent par la nuit pour couvrir leurs traces, mais ils sous-estiment ce que nous sommes prêts à faire. » Les heures s'étirèrent, lourdes, ponctuées par le craquement des planches, sous la pression du vent et le cliquetis des cartouches que Margaret disposait près des fenêtres. Taza, avec une précision de stratège, lui avait appris à viser dans l'obscurité, à écouter les sons que la neige ne pouvait étouffer, le crissement d'un pas, le cliquetis d'un éperon. Elle n'avait jamais tiré sur un homme, mais la mémoire de James, assassiné pour une vérité qu'elle portait désormais, transformait sa peur en une rage contenue. Le relais, jadis un refuge de solitude, était devenu une forteresse, ses murs portant les cicatrices des clous et des planches hâtivement ajoutées. L'attaque commença avec une soudaineté brutale, peu après minuit, lorsque la neige semblait avaler le monde. Un éclat de verre brisa le silence, suivi d'une odeur âcre de kérosène. Une bouteille enflammée s'écrasa contre le mur ouest, les flammes léchant le bois avec avidité. Margaret, le cœur battant, plongea vers un seau d'eau, mais Taza l'arrêta d'un geste. « Laisse-les croire que ça nous distrait », souffla-t-il, rampant vers la fenêtre principale, son fusil prêt. Les flammes, bien que menaçantes, n'étaient qu'un leurre. Des coups de feu éclatèrent, les balles perforant les murs avec des sifflements mortels, faisant voler des éclats de bois autour d'eux. Taza riposta le premier, son tir précis abattant une silhouette qui s'était aventurée trop près, son corps s'effondrant dans la neige avec un cri étouffé. Margaret, postée à l'arrière,
scruta l'obscurité, ses mains tremblantes mais fermes. Une ombre bougea entre les pins, rapide, cherchant à contourner le relais. Elle visa, retint son souffle et pressa la détente. Le recul la secoua, mais l'homme s'écroula, une tache sombre sur la neige. « Bien joué !» lança Taza depuis l'autre côté, sa voix couvrant à peine le chaos. Mais la victoire était éphémère, les assaillants, plus prudents, se replièrent dans l'ombre, leurs tirs devenant sporadiques, calculés pour épuiser les défenseurs. Le véritable assaut vint 1 heure plus tard, lorsque le silence devint plus terrifiant que les coups de feu. Un craquement résonna au-dessus d'eux, des pas sur le toit. Taza, sans hésiter, se positionna sous l'âtre, son arme pointée vers le plafond. Une hache fendit le bois, ouvrant un trou par lequel une silhouette tenta de s'engouffrer. Taza tira, et l'homme s'effondra avec un hurlement, son corps glissant dans la neige. Mais l'attaque n'était qu'une diversion. Une explosion secoua la porte principale, un mélange de poudre et de rage brute qui arracha les gonds et projeta Taza contre le mur. Du sang coula de son front, et pendant un instant, Margaret crut l'avoir perdu. Pourtant, il se releva, titubant, un couteau dans chaque main, alors que 2 cavaliers franchissaient les débris de la porte, pensant trouver des proies désemparées. Le premier n'eut pas le temps de viser. Taza, avec une vitesse inhumaine, lui trancha la gorge, le sang éclaboussant le plancher. Le second, plus aguerri, tira, frôlant l'épaule de Taza, mais le guerrier plongea, son couteau trouvant le cœur de l'ennemi avant que celui-ci ne puisse recharger. Le silence retomba, lourd, seulement troublé par le crépitement des flammes mourantes et le souffle rauque de Taza. Margaret, le fusil toujours en main, compta les corps. 3 à l'intérieur, 1 dehors, visible à travers la porte béante. « Encore » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Taza, appuyé contre un mur, écouta l'obscurité pendant de longues minutes. « Ils ont fui » dit-il enfin, essuyant le sang de son visage. « Ils savent qu'ils ont perdu l'avantage. » Mais la victoire avait un goût amer. Le relais était dévasté, murs criblés de trous, portes détruites, toit partiellement brûlé. Taza, saignant de nouvelles blessures, s'effondra sur une chaise, son souffle laborieux. Alors que Margaret pansait ses plaies, utilisant les derniers linges propres, elle sentit une étrange clarté l'envahir. Ils avaient sur 2 survécu, mais à quel prix? Les lettres, miraculeusement intactes, reposaient sur la table, protégées par leur lutte. Dans un élan de défi, elle prit la plume de James et rédigea un message, glissant les preuves dans une enveloppe destinée à un journaliste de Californie qu'elle cacha dans la boîte secrète du relais. Le combat n'était pas fini, mais ils avaient tenu bon, transformant leur refuge en un symbole de résistance face à un ennemi sans visage. Alors que Margaret Hale cachetait l'enveloppe contenant les preuves de James, glissant le destin du relais dans une boîte secrète sous les décombres fumants, elle sentit le poids d'une victoire fragile, payée par le sang et les cicatrices de Taza. Le silence du petit matin, troublé seulement par le murmure de la neige recouvrant les traces de la bataille, portait une promesse incertaine. Le combat avait forgé leur refuge, mais l'hiver de 1876 n'avait pas fini de réclamer son dû. Le relais postal, désormais un squelette de bois, noirci et de murs criblés, semblait défier le ciel gris qui pesait sur l'Arizona. Margaret et Taza, épuisés mais vivants, passèrent les jours suivants à panser leurs blessures et à sauver ce qui pouvait l'être. Taza, le visage marqué par de nouvelles entailles, boitait, son épaule blessée, le ralentissant à chaque défort. Margaret, les mains écorchées par les éclats de bois, travaillait sans relâche, renforçant le toit avec des planches arrachées aux débris, ses yeux scrutant l'horizon pour guetter le retour des cavaliers. Pourtant, aucun sabot ne troubla la neige, et un calme étrange s'installa,
comme si la vallée elle-même retenait son souffle après la tempête. Ce fut une semaine plus tard, alors que Margaret raccommodait un mur sous un soleil pâle, qu'une voix brisa l'isolement. « Madame, ne tirez pas !» cria une femme, son accent mêlant la rudesse du désert et une douceur inattendue. Margaret, le fusil à demi levé, aperçut deux silhouettes émergeant des pins. Une jeune femme, Clara, serrant un nourrisson emmitouflé, et un vieil homme, Samuel, s'appuyant sur une canne taillée dans un bois noueux. Leurs vêtements, déchirés et maculés, racontaient un voyage désespéré. « Nous avons entendu parler d'un relais où une femme et un guerrier ont tenu tête à l'armée, » expliqua Clara, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. « Nous n'avons nulle part où aller. » Taza, alerté par les voix, apparut à la porte, sa présence imposante faisant reculer Samuel. Mais Margaret, après un long regard échangé avec le guerrier, abaissa son arme. « Entrez, » dit-elle, sa voix ferme mais lasse. « Mais sachez que ce n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille. » Les nouveaux venus apportèrent plus que des histoires de fuite. Clara, ancienne couturière, offrit ses talents pour réparer les vêtements en lambeaux. Samuel, ancien charpentier, entreprit de consolider le relais, ses mains noueuses redonnant vie au bois brisé. Leur arrivée marqua un tournant, transformant le relais en un embryon de communauté. D'autres suivirent, attirés par les murmures d'un lieu où les rejetés trouvaient une voie. Une adolescente, Émilie, fuyant un mariage forcé, arriva avec un sac d'herbes médicinales, apprise d'une grand-mère disparue. Deux frères, Amos et Élie, orphelins après le lynchage de leurs parents pour avoir défié des propriétaires terriens, apportèrent de leur habileté à chasser dans les collines. Chaque âme portait des cicatrices, de pertes, d'injustices, de trahisons, mais aussi des compétences, des récits, une volonté farouche de reconstruire. Le relais, jadis un tombeau de solitude, devint un creuset où se forgeaient des liens inattendus, où les différences de langue et de sang s'effaçaient face à son ennemi commun. Taza, malgré ses blessures persistantes, prit un rôle de gardien, enseignant aux nouveaux venus à poser des pièges, à lire les traces dans la neige, à manier un couteau sous la lune. Margaret, elle, devint une ancre, organisant les maigres ressources, apprenant à chacun à lire les vieux journaux de James pour comprendre le monde qui les avait rejetés. Ensemble, ils plantèrent un jardin d'herbes derrière le relais, défiant l'hiver avec des racines fragiles mais tenaces. Les nuits, autour d'un feu crépitant, les histoires s'entremêlaient. Clara parlait des marchés poussiéreux de Tucson, Samuel des forêts qu'il avait sculptées, Taza des chansons apaches murmurées sous les étoiles. Pourtant, le spectre des cavaliers ne s'effaçait pas. Des rumeurs parvenaient, portées par des voyageurs. L'enquête déclenchée par les lettres de James, envoyées à un journaliste, avançait lentement, mais certains officiers, éclaboussés par le scandale, juraient d'armes de détruire le relais. Taza, un soir, observant les flammes, confia à Margaret une vérité qu'il avait eue. « Mon peuple ne me reprendra pas, » dit-il, sa voix grave comme le vent dans les canyons. « J'ai choisi de rester, de protéger cet endroit. Pour eux, je suis un traître. » Margaret, posant une main sur son bras, répondit « Alors nous sommes tous des traîtres ici, et c'est notre force. » En 1878, le relais n'était plus une ruine, mais un hameau, vivant, avec des cabanes dispersées dans la vallée, un atelier où Samuel façonnait des outils, un jardin où Émilie cultivait des remèdes. Les lettres de James, bien que loin, avaient en ébranlé des puissants, forçant des officiers à répondre de leurs crimes, même si la justice restait un horizon lointain. Margaret et Taza, marqués par leur combat, trouvèrent pendant ce refuge une paix précaire, non pas celle des vainqueurs, mais celle des survivants qui avaient osé bâtir un monde nouveau, où les âmes brisées
pouvaient se tenir droites sous un ciel qui, parfois, s'éclaircissait. L'épopée de Margaret et Tasa, née dans la neige et forgée par le feu, s'achève sur un refuge où les âmes brisées trouvent un sens. Leur combat, tissé de vérité et de courage, résonne-t-il en vous? Partagez vos réflexions, dites-nous d'où vous nous écoutez. Vos voix donnent vie à ces récits. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés dans cette traversée de l'hiver 1876 et nous vous remercions pour votre présence. Restez à l'écoute, car d'autres histoires, aussi rudes et vibrantes que le Far West, vous attendent. À bientôt, sous un ciel où les étoiles murmurent encore des secrets.